Le décès d'un homme de 45 ans abattu par les gendarmes à Trois-Rivières laisse une foultitude de questions sur la table. Le militaire a-t-il agi en état de légitime défense? L'homme dépressif a-t-il voulu vraiment résister? Des enquêteurs sont venus de Paris pour répondre. La famille et les amis sont choqués. Vacances forcées pour les élèves de l'école maternelle de Viard et du groupe scolaire de Morne-Rouge à Sainte-Rose. Chaque jour, des écoles ferment dans l'archipel à cause de la présence de rongeurs. L'ouverture de l'école du Gosier a été reportée. Les vacances de Noël devraient mettre tout le monde d'accord. Le département et la région, la main dans la main, sur un projet de barrage, celui de Moreau. La région financera l'ouvrage qui sera ensuite donné en gestion au département. C'est une politique intelligente que tentent de mettre en place les deux collectivités. Joanne Matignon rate largement le podium de Miss France. Notre candidate n'a même pas franchi le premier tour. Certains journaux dans l'Hexagone dénoncent un scandale dans sa commune de naissance. La déception est perceptible. Le reportage à venir de Linda Kayas. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous accueillir chez vous pour le développement de l'actualité de ce lundi 18 décembre 2017. Que s'est-il passé à Trois-Rivières? Un homme de 45 ans, apparemment dépressif, n'aurait pas obtempéré à l'ordre donné par la gendarmerie de se constituer pour se faire hospitaliser à la demande de sa famille. Il se serait emparé d'un couteau pour tenter de blesser le gendarme qui aurait riposté. L'homme aurait été abattu. Sur place, c'est véritablement la désolation. La famille demande des explications. Reportage Moïse Dexter. Ce qui était prévu, en tout cas, c'est qu'une procédure soit déclenchée par les parents, effectivement, pour venir faire chercher mon frère par le SAMU, pour l'emmener à l'hôpital à Saint-Claude, vu qu'il souffre de petits problèmes mentaux. Donc c'est une intervention qui aurait dû normalement se passer dans les règles de l'art, c'est-à-dire avec le SAMU et une équipe de gendarmes qui était prévue pour assurer la sécurité des gens du SAMU. C'est une intervention qui a dégénéré et qui s'est donc très mal passée puisque mon frère a été tué, a été abattu purement et simplement par la dernière brigade d'intervention qui était surarmée, comme s'ils allaient arrêter un terroriste ou un criminel ou un tueur en série. Il a été abattu sans sommation. Pour nous, en tout cas, c'est ce qui ressort, puisque ça s'est passé en 3 minutes, alors que mon frère était a priori armé d'un couteau, d'un simple couteau. Donc je pense que ça va être un couteau de cuisine, parce que c'est pas quelqu'un qui fait la cuisine, donc il n'avait pas vraiment de raison d'avoir des couteaux de boucher chez lui. Après ça, sans entendre ça, on va pas penser que ces messieurs, ils font un grand erreur là même. Ça c'est des boucles de métiers, c'est pour qu'on les métiers à eux. Ils ont été entrer si vous autrement que ça. Ils ont été maîtriser si vous gars. Avant de tirer comme ça. Mais qui va battre, considère qu'il y a bon et ça. Ça va faire. Constance, ça passé là, on a trouvé que ces messieurs sont trop forts. Les entraînements que les forces de l'ordre ni, on a pensé qu'ils étaient maîtrisés. Parce qu'on ne peut pas voir qui danger était représenté et puis ils étaient tirés ici comme ça. Bon, après les techniques, les matériels que vous avez fait ça qu'il faut pour ne pas te tuer. On attend d'avoir des réponses, en fait, purement et simplement. Que s'est-il réellement passé dans ce studio, puisque mon frère était dans son studio seul. Voilà, il a été un peu pris au dépourvu, je suppose, et il a très mal réagi, effectivement, puisqu'il ne voulait pas se rendre à l'hôpital. Voilà, donc tout un tas de questions qui restent pour le moment en suspens. L'école maternelle de Viard et le groupe scolaire de Morne-Rouge chômeront une semaine de plus que les autres établissements de l'académie. En tout cas, les rongeurs sont partout dans les établissements scolaires. Gosier n'a pas pu rouvrir ce matin et Yvan Lemar était à Sainte-Rose. Son reportage. Vendredi dernier, la présence de rats a été signalée par des agents communaux dans ces 2 établissements. Fermés depuis ce matin, un protocole de dératisation sera effectué par des entreprises privées. Il faut quand même pour une dératisation une certaine expertise. N'oublions pas que nous avons la sécurité, la santé des élèves, de nos petits Saint-Rosiens en jeu. Cela ne peut pas se faire de n'importe quelle manière. Donc, nous devons avoir cette expertise des entreprises compétentes et nous faisons appel à ces entreprises. Je voulais vous dire aussi qu'il y a un protocole. L'entreprise doit nous donner le nombre d'appâts posés et ensuite revenir et nous donner le nombre d'appâts mangés, qui a été mangé, le nombre de nuisibles qui a été trouvé, mort, et aussi bien nous dire s'ils n'ont pas trouvé un appât. Parce qu'on ne sait jamais si un appât a été perdu
pour que les agents qui sont au sein des écoles soient très vigilants. Pour faire face à cette prolifération de rats, la commune va mettre en place des actions préventives. Nous avons des dératisations programmées. Toutes les écoles sont dératisées durant toutes les vacances scolaires, petites et grandes. Nous en avons 15 sur le territoire et à chaque vacances, c'est programmé, nous dératisons. Aujourd'hui, nous nous retrouvons face à une difficulté supplémentaire parce que, comme je vous dis, il y a une prolifération. Donc, nous allons, avec Madame le maire, mettre en place une campagne accentuée pour pouvoir éradiquer complètement ce problème. Ces 2 établissements sont fermés pour une semaine. Leur réouverture est prévue le 8 janvier 2018. Un incendie s'est produit à la crèche municipale de Saint-Pierre, à la Martinique. On ne connaît pas encore l'origine de l'incendie, mais en tout cas un ordinateur a été volé, ce qui laisse penser qu'il s'agit probablement d'un acte de malveillance. La municipalité a en tout cas décidé de déposer plainte. Voici le reportage de nos confrères d'ATV Martinique. Les techniciens de l'identification criminelle à pied d'œuvre au lendemain de l'incendie qui a ravagé une partie de la crèche municipale de Saint-Pierre. Dans cet amas de feuilles, de fournitures et de meubles carbonisés, les gendarmes recherchent le moindre indice permettant de confondre les malfaiteurs. Ils auraient agi hier soir vers 23 h, selon le témoignage de cette voisine. On rentrait, mon fils et moi. Quand il se garait, j'ai entendu un bruit. Alors comme il y a un petit fou là, j'ai cru que c'est lui qui faisait ça. Je suis allé regarder, c'était pas lui. Et puis c'est Simba, l'un des petits policiers, tu sais les petits policiers là, qui est venu m'appeler. Madame Arlette, viens, et le feu est pris à la crèche. La vitre du bureau de la directrice a été vandalisée. C'est dans cette pièce que le feu serait parti. Oui. Donc ce matin, en arrivant, on constate les dégâts. Donc j'ai tout perdu dans le bureau, toutes les archives, tous les papiers. L'ordinateur n'est plus là, la tour n'est plus là, l'écran n'est plus là. Mes tablettes avec mon instrument de travail sur lesquelles je pouvais enregistrer les enfants ont disparu. Sur mon bureau, il y a un couteau. Donc, qui provient de la cuisine probablement. Le mec qui part ça. Si le caractère volontaire de l'incendie est une certitude pour le personnel, difficile de comprendre les raisons d'un tel acte. Je ne m'attendais pas à trouver la crèche dans cet état. Vraiment, je suis très peinée. Nous sommes dans une structure qui accueille des enfants. Nous ne sommes pas riches. Donc pourquoi faire ça je ne comprends pas. Nous ne comprenons pas qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi ce geste? Les 40 enfants qui occupaient la crèche municipale ont été renvoyés chez eux. Aucune date n'a été avancée pour la réouverture. Elle devrait se faire après des travaux de nettoyage et d'électricité. Je ne sais pas quelle solution pour l'instant les parents trouveront, mais nous justement on essayait de faire un Noël. Le Noël était prévu pour vendredi, mais nous le ferons quand même dans une autre salle d'école. Mais les enfants ont un Noël quand même cette année. Cet incendie est un coup dur pour la municipalité. La crèche venait d'ouvrir il y a tout juste un an, après une longue période de rénovation. La bronchiolite est une maladie virale extrêmement contagieuse et le pic est en ce moment. Les enfants de moins de 6 ans sont souvent atteints par cette maladie, plutôt les garçons que les filles. Voici les explications de l'INDEC à RC. Tout d'abord, lavez-vous systématiquement les mains à l'eau et au savon pendant 30 secondes avant de vous occuper d'un bébé. Évitez ensuite tout contact avec une personne enrhumée et portez un masque si vous êtes grippé. Aérez la chambre d'enfant tous les jours pendant une dizaine de minutes. Enfin, n'échangez pas les biberons, les sucettes, les couverts et verres non nettoyés avec la famille ou l'entourage. Si votre enfant est malade et que vous souhaitez consulter, prévenez votre médecin avant de vous rendre dans sa salle d'attente. Il est préférable d'éviter de contaminer d'autres petits-enfants. La collectivité territoriale de Guyane a tenu aujourd'hui sa dernière assemblée de l'année. Le vote du budget a été consacré à peu près 7 millions d'euros d'augmentation, 3,5% d'augmentation. Voici le reportage de nos confrères d'ATV Guyane. Un budget primitif à l'image du débat d'orientation budgétaire d'il y a 10 jours. 675 millions d'euros, soit une augmentation de 3,5%, 7 millions d'euros supplémentaires.
qui va permettre de nous cantonner sur la politique des personnes âgées, notamment les personnes à handicap, sur les compensations, les allocations, les personnes qui sont en établissement hospitalier, sur les PMI, avec 2 grands projets, notamment sur Saint-Laurent du Maroni, sur la partie concernant les personnes en situation difficile, et puis surtout la ZE, pour ces enfants qui sont en danger, qui sont en errance. Dire qu'aujourd'hui, vous avez 4 lycées qui sont en cours, lycée de Saint-Georges, lycée de Maripasoula, lycée de Macoya, lycée de Saint-Laurent. Et vous avez 4 collèges également qui sont en cours. Tous sont déjà plus qu'en appel d'offres puisqu'ils sont en concours d'architecture. Et idem pour les casernes, où là nous avons déjà retenu les 3 cabinets qui vont travailler sur la caserne des pompiers à Sinamari et celle donc de Mana. Mais déjà on a ouvert les premiers plis pour la commune de Maturi qui aura également sa caserne. Un budget primitif voté en équilibre. 3 votes contre dans les rangs de l'opposition. L'élu Gauthier Hort remet en question cet équilibre fragile selon lui. L'équilibre budgétaire que vous nous présentez repose sur des négociations à venir avec le gouvernement qui peuvent aboutir et qui peuvent également ne pas aboutir. On se retrouve avec un budget en fort repli sur des missions très importantes. L'action économique est à un repli de 50%, plus de 50%, l'aménagement du territoire 60%. Pour le président de la CTG, ce repli n'est qu'apparent. Puisque l'État nous a accordé les 50 millions de RSA et les 30 millions pour le reste à charge. Donc ce budget, il va se polariser sur le programme pluriannuel d'investissement, les collèges, les lycées, les routes. Et surtout maintenant, il va nous permettre de négocier avec l'État pour 2019 parce qu'il restera à compenser les fameux 18 millions qui ont été actés sur la loi égalité et que nous perdons au profit des communes. La dernière assemblée plénière de l'année a été bouleversée par l'annonce du décès de Georges Othily, ancien président du conseil régional, sénateur et maire d'Irakubo. Le président de la CTG a prononcé quelques mots en sa mémoire, très ému. Dès l'annonce de la nouvelle, les drapeaux ont aussitôt été mis en berne. Citoyen engagé, il multiplie les initiatives, il a toujours de bonnes idées. Son seul but, renforcer le lien social. Samuel Kazomo, bonjour. Eh bien, bonsoir. Bonsoir. Okay. Donc, vous êtes le directeur du centre de civisme, de prévention et de civisme. Vous avez lancé une nouvelle initiative, à savoir les régies de quartier. Est-ce que vous pouvez nous impliquer ? Oui, tout à fait. Alors déjà, on est dans un cadre. On est dans le cadre des Assises des Outre-mer. C'est une grande consultation publique impulsée par le président Emmanuel Macron. Aujourd'hui, localement en Guadeloupe, la préfecture a pris les choses à bras-le-corps pour donner du relief à cette volonté initiale qui est une volonté politique et qui aujourd'hui devient une mouvance participative, institutionnelle avec des associations. Donc notre rôle, c'est d'être force de proposition. Force de proposition, faire en sorte que le Guadeloupéen se réapproprie un modèle social économique qui est adapté à la situation du pays. Alors la régie de quartier, ça existe déjà. Donc est-ce qu'on pourra mettre cela facilement en place ici ? Alors justement, il n'est pas question de faire de copier-coller, il est question d'adapter. Il est question il y a des structures déjà, c'est une structure associative. Tout à fait. Alors c'est d'abord une entreprise, permettez-moi de rectifier les choses, c'est d'abord une entreprise d'économie sociale et solidaire. Qui dit entreprise, ça veut dire que c'est une entité à vocation économique qui a pour but de dégager du bénéfice, mais aussi de réinjecter ce bénéfice pour la formation, pour l'insertion des hommes et des femmes des quartiers prioritaires. Alors comment ça peut se passer concrètement ? On dit qu'il faut l'accord des collectivités, il faut que l'État vous aide, les collectivités. Avez-vous mené les premières consultations ? Je sais qu'il y a eu une réunion récemment. Qu'est-ce que ça donne ? Est-ce que les gens sont intéressés par cela ? Alors, les personnes concernées sont d'abord les collectivités, les villes. Alors, on parle de quartiers prioritaires pour la politique de la ville. Donc, n'allons pas trop loin. Les quartiers prioritaires sont ciblés en Guadeloupe, sur Pointe-à-Pitre et Abîme. Donc, déjà... ça fait 11 ans qu'on est sur le terrain, donc on a eu le temps de rencontrer les élus,
mais aussi les chefs de projet, les bailleurs sociaux. Avec les bailleurs sociaux, on a fait un travail de fond justement pour aller à la rencontre de ces personnes. Mais le plus important, c'est quoi? C'est de faire en sorte que dans les quartiers, que le citoyen lambda puisse s'approprier ce projet. Et ça, c'est intéressant. Alors justement, on a dit que la politique de la ville pouvait être relancée. Est-ce un biais pour relancer la politique de la ville? Eh bien justement, nous, on a été contactés par la direction de la politique de la ville, justement dans cet élan-là, parce qu'ils ont bien senti que pour donner du relief, pour donner de l'élan à un tel projet, il faut s'appuyer sur des acteurs qui ont déjà fait des choses, surtout dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Notre crédibilité, puisque ça fait déjà 11 ans qu'on est sur ce terrain, eh bien, ça nous donne une petite longueur d'avance pour dire, voilà, nous, on est sur une politique des résultats. On veut rassembler les jeunes, on veut rassembler les référents de quartier. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir avancé dans le renforcement du lien social, justement? Ben, justement, 11 ans après, on nous contacte, on vient vers nous, on nous dit... On pourrait vous dire aussi que... le désordre est toujours là, la délinquance. Oui, mais on aurait pu nous ignorer. Toujours. On aurait pu nous ignorer, tandis que maintenant, systématiquement, on est invité aux tables de dialogue, aux tables rondes justement, pour qu'on puisse apporter notre valeur ajoutée. Alors c'est vrai que chaque année, on accueille que 150 jeunes. C'est un peu, c'est pas suffisant. On aimerait pouvoir démultiplier ces actions, mais c'est déjà ça de prix. Ce que les jeunes veulent, c'est un travail. Est-ce un biais pour avoir un travail dans ce pays? Alors, ce qui est important, c'est que dans une logique de Régie de quartier, on a bien insisté sur le statut en tant qu'entreprise de l'économie sociale et solidaire. Ça veut dire que les bénéficiaires ont un statut de salarié en parcours d'insertion. C'est un véritable tremplin leur permettant d'avoir un accompagnement social, une formation adaptée et surtout un encadrement professionnel. Maintenant, ce tremplin-là, il existe déjà sur le territoire hexagonal. Le but pour nous, c'est de l'adapter à notre situation sociale et économique. Alors, la Régie de quartier, qui va avoir sa gestion? Qui va gérer? Ce sont les jeunes eux-mêmes? Non. Ou ce sont des adultes qui vont encore gérer pour eux avec l'argent qui va partir on ne sait trop où? Alors déjà, une régie de quartier, c'est vraiment un collectif avec d'abord les habitants du quartier. Les habitants, les bailleurs sociaux, la collectivité, mais les habitants... C'est un financement participatif, collectif? Tout à fait. D'abord, il y a une enveloppe avec des fonds publics, mais il y a aussi une participation privée, puisque nos principaux clients seront les bailleurs sociaux qui nous expriment déjà leurs besoins. Donc vous voyez que sur la partie purement économique, on part avec des idées pragmatiques, purement économiques, avec des bailleurs sociaux qui nous disent « Bon, voilà, M. Casomont, voici nos besoins pour le développement des régies de quartier. » Qu'est-ce que vous avez obtenu de la dernière réunion que vous avez tenue à ce sujet? Justement, alors ça nous a permis de rassembler des forces, des organismes de formation, mais aussi ce levier politique dont je parlais à l'instant. Vous savez, on a parlé des assises des Outre-mer. Les gens, de manière populaire, n'y croient pas vraiment. Il y a un véritable travail qui se fait via Internet pour permettre aux gens de faire leur contribution. Donc notre rôle à nous, c'est d'impulser cette action populaire dans les quartiers et pour faire en sorte que d'aller chercher la mamie ou le papy qui n'est pas forcément très aisé avec Internet, d'aller chercher ces jeunes qui ne sont pas très dans la mouvance numérique. Donc là aussi, on a déclenché un mouvement en marche qui va commencer dès janvier 2018. Continuez à tout ramener en marche, Samuel Casomont, on va dire. Non, les élections sont passées, là. Oui, mais en permanence, on reste sur le terrain. On ne pourra pas me faire le reproche que j'arrive comme ça sur un cheveu sur la soupe uniquement en période électorale. Non, je suis tout le temps sur la brèche et j'essaie de mobiliser. Justement, les prochaines étapes pour ce comité de quartier? Pour la régie de quartier, vous savez, il y a 3 étapes. D'abord, faire en sorte que, j'allais dire trivialement, que la mayonnaise prenne, que le projet puisse prendre de l'étoffe, et puis ça va faire l'objet d'une étude de faisabilité, justement pour dégager un plan de financement, pour que qu'au niveau de la gouvernance, les citoyens du ou des quartiers cibles soient au cœur. Donc, étude de faisabilité jusqu'à fin 2018. Ensuite, premier trimestre 2019, la formation-action des référents de quartier, faire en sorte que les personnes qui sont déjà participatifs dans leur cité, dans leur quartier, qui ont déjà une posture de grand frère, que ces personnes-là soient les premiers bénéficiaires. Et puis,
Le troisième temps fort, la création véritable de cette entreprise d'économie sociale et solidaire. Alors justement, vous êtes dans les quartiers. Vous sentez monter la colère des gens par rapport à l'eau? Ah oui, tout à fait. Mais par rapport à l'eau, je vais vous dire quelque chose. On peut dire qu'il y a une forme de tolérance, parce que jusqu'à présent, moi, je trouve cette population très tolérante, malgré le fait qu'on n'est pas forcément d'accord sur tout. Et puis, c'est important qu'on puisse dire les choses. C'est un véritable problème de société. Alors justement, je vous fais avoir un projet qui prend corps. C'est le projet de barrage à Moro, à Guaya. Ce matin, le président Chalus y était. Il a donc décidé de financer ce barrage qui sera après donné au département. C'est donc un bon geste pour les deux collectivités qui commencent à fonctionner ensemble. On regarde le reportage. Le barrage de Moro sera le plus important de la Guadeloupe. Cet ouvrage, composé de filtres pour contrôler la qualité de l'eau, ne sera pas bétonné et sera destiné à l'irrigation agricole. Le barrage fera 27 mètres de haut, 255 mètres de large, avec une capacité, une retenue d'eau de 1 million de mètres cubes. Grosso modo, 1 million de mètres cubes. Alors, en période cyclonique, pendant les périodes pluvieuses, en fait, on va remplir le barrage avec la ravine zombie et également la prise d'eau sur Moro. Et en période de carême, en fait, on va redistribuer l'eau qui va alimenter en fait le réseau de distribution agricole du conseil départemental pour alimenter Grande Terre. Ce barrage permettra une meilleure irrigation générale et renforcera l'alimentation en eau des barrages de Gâchette et l'Éteille, ce qui devrait changer le quotidien des agriculteurs. L'enjeu pour nous, jeunes agriculteurs, et pour tous les agriculteurs de toute façon qui travaillent, c'est d'avoir de l'eau toute l'année en quantité suffisante. Si vous regardez, ça va quand même faire énormément d'eau en plus. Donc là, on aura une garantie d'avoir de l'eau tout le temps. Donc quand vous avez de l'irrigation à faire et que vous êtes sûr d'avoir de l'eau, donc vous pouvez planter sans avoir la crainte d'avoir une rupture dans l'irrigation. Commencé en novembre 2014 et financé par les fonds européens, l'État et la région, cet ouvrage sera rétrocédé au conseil départemental. Un barrage qui, à l'époque, il semblerait, selon les dires de nos techniciens, qui devait coûter dans les 6 millions. Nous sommes à 36 millions aujourd'hui. Et suite à d'autres études demandées par l'État, nous avons dû prendre du retard concernant ce barrage, injecter de l'argent pour pouvoir conforter, vraiment sécuriser ce barrage, mais surtout aussi faire près de 2 km de route pour éviter le passage des camions dans le lotissement de Moro. Donc tout cela a engendré encore une augmentation du prix de ce barrage. La mise en eau de ce barrage est prévue en décembre 2019. Il devrait être opérationnel en janvier 2020. Vous êtes sur ATV Guadeloupe, restez avec nous. Dans un instant, je vous emmènerai revisiter l'élection de Miss France. Notre candidate a mordu la poussière et déclenché une immense polémique. Et puis nous accompagnerons une lignée de petits chefs qui mettent les petits plats dans les grands. L'élection de Miss France est retournée dans l'Hexagone. C'était la Guyane qui avait remporté le titre l'année dernière. Mais cette année, ça n'a pas marché pour l'outre-mer. Et loin de là, reportage Éric Dupuis. Et après une Miss France blonde, une brune, une à la crinière de lionne, pourquoi pas une rousse? Il n'y a pas eu de coup sur coup comme l'espérait Miss Guyane. La couronne de Miss France repart en Hexagone. Miss Nord-Pas-de-Calais succède à la Guyanaise Alicia Eliès qui a achevé son année de Miss tout en beauté. Je n'ai pas encore réalisé que ça y est, mon année est terminée. Je suis vraiment très contente, puisqu'en plus j'ai eu l'occasion de lui parler plusieurs fois durant son aventure, de lui donner quelques conseils. Elle a assuré, donc c'est à elle de gagner ce soir. Je suis vraiment très contente pour elle et je pourrais partager avec elle mon expérience. Et quand est-ce que tu rentres en Guyane alors moi je rentrerai quelques jours, je vais me prendre quelques vacances, mais quand, ce sera une surprise. Celle qui avait la lourde tâche de lui succéder en représentant la Guyane n'a pas démérité en atteignant la finale. On pensait que je n'aurais pas fait partie des finalistes et pourtant j'y suis. Alors je suis très satisfaite. Et tu gardes quoi de manière générale de ce concours, de cette cérémonie? Donc c'est allé très vite. Finalement je n'ai pas été aussi stressée que je le pensais. Et donc j'ai pris plaisir sur scène et c'est un souvenir qui restera gravé dans ma mémoire. Même parcours pour la deuxième dauphine de Miss Martinique dont la soirée a été à l'image de son aventure Miss France. Il y a eu beaucoup de rebondissements, ça n'a pas été facile. Les gens n'ont pas été forcément gentils tout le temps, mais je suis fière, j'y suis arrivée, je suis dans le top 12 de Miss France et ça personne ne pourra me le retirer. Elle n'a pas été retenue parmi les 12 finalistes, mais Miss Guadeloupe est fière de son parcours. Parce que je suis restée moi-même du début jusqu'à la fin. Après, c'est vrai que c'était un peu difficile puisque j'étais la Benjamine de la promo, mais au-delà de ça,
ça, voilà, je suis très fière et je suis très contente de retourner en Guadeloupe du coup. La bonne nouvelle, c'est que toutes ces Miss pourront en effet passer les fêtes de fin d'année auprès des leurs dans leur territoire respectif. La polémique a enflé une fois l'élection terminée, car Miss Guadeloupe n'a pas été retenue parmi les 12 candidates qui ont pu concourir pour la finale. Et chez elle, à Saint-François, cela ne passe pas beaucoup. Je pense que elle aurait pu aller beaucoup plus loin que ça et même gagner. Parce que elle avait toutes ses chances, vraiment toutes ses chances. Elle est jolie, intelligente et tout, c'est vraiment dommage. Ça se posait des questions, sur les résultats, voilà. Elle a été éliminée, je pense que c'est parce que je pense qu'il y a eu déjà trop, je pense, il y a eu un peu trop des gens des Antilles. Et là, ils ont voulu faire une petite mélange, un petit échange, quoi. Mais je pense elle avait la place pour être dans les 3 premiers. Bon, moi, je pense que surtout que Matignon, c'est une Saint-Franciscaine, alors donc, pour une Saint-Franciscaine, on dit rouleau bravo de tout ce qu'il a, jusqu'où elle a été. Alors donc, elle a sa place. Elle a sa place au niveau même mondial. Alors, voilà, et je la félicite beaucoup. Effectivement, j'ai été très étonnée qu'elle ne fasse pas partie des 12. Après qu'elle se fasse recaler, après, il n'y a pas de souci. Mais là, et quand j'ai vu la Miss France actuelle de Pas-de-Calais, elle était vraiment maigrichonne, mais peut-être qu'au niveau intellectuel, elle était peut-être au-dessus. Mais c'est elle qu'on a choisie, malheureusement. Mais je pensais que notre Miss Guadeloupe aurait pu faire partie des dauphines, mais Je pense aussi que... Mais Miss France, c'est normal, parce que nous, on est français, mais on est français à part entière. Alors je pense que de temps en temps, si on a une compatriote qui est Miss, ça fait du bien, mais en même temps, il faut qu'on sache qu'on est quand même à 8000 km de territoire français. Alors c'est un peu normal. Mais par contre, je suis déçu quand même qu'elle n'était pas parmi les 4 ou 3. J'ai évolué continuellement dans ça, parce que tu as préféré ça dans ça. En plein Timoun, on est belle Timoun. Mais à part le conseil, si on dit non, on ne veut pas, parce que je crois que c'est à ça. Vous pensez que ça t'est déjà joué d'avance? Oui, ça t'est déjà joué d'avance. C'est ça, mon Dieu, l'idée, moi, je suis là. C'est ça l'idée avant. Et là, vous regardez ça, ou un qui arrête de regarder télé là? Oui, on va te regarder. Il dit tirer, regarder de là, surtout. On va te content, parce que papa. En tout cas, je la trouve très jolie. Elle est magnifique et aussi, elle est très cultivée. Et ce qui est bien, c'est qu'elle ne se laisse pas abattre. Et donc, elle dit que ça va la remotiver pour plus tard. Et voilà, donc elle ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, quoi. Et je lui souhaite bien de continuer, voilà. De ne pas décourager, que la vie continue, c'est tout. Et puis voilà, quoi. C'est comme ça, il y a des hauts et des bas, c'est tout. Ciao, et tu ne vais pas voler, quoi. Et puis, pour une fois, soyons bons perdants. Des enfants qui cuisinent comme de vrais chefs, c'est ce que je vous propose pour terminer ce journal. Regardez. À 10 ans, Lily s'apprête à participer à son premier atelier culinaire. Sous la houlette du chef, ses camarades et elle vont apprendre à cuisiner un flan et un scones à base de fruits à pain. On a commencé à goûter le fruit à pain. Après, on a pesé le lait, pesé le sucre. Après, on a cassé l'œuf. On met après dans le sucre, on a remué. Voilà. Le fruit à pain qu'on a pesé. On a pesé le lait. On a pesé le fruit à pain. Vas-y, maintenant tu continues à remuer. Une activité manuelle qui permet aux enfants de développer leur dextérité, mais surtout de découvrir ou redécouvrir les produits locaux. L'idée, c'est aussi de revenir à des choses qui sont un peu perdues, utiliser des produits qu'on a dans son jardin. On s'est aperçu que beaucoup d'enfants, le fruit à pain, ils ne savaient pas ce que c'était. Il y en a très peu, quand ils le goûtent, ou qu'ils le mangent, ou qu'ils l'ont goûté, ils l'ont goûté que d'une seule manière. Alors ils disent, on ne sait pas ce que c'est, on n'en a jamais mangé. De leur expliquer un peu d'où viennent les produits et de leur expliquer qu'en fait, ils ont la chance de vivre sur une terre où ils ont à portée de main énormément de produits pour cuisiner. Ce qu'on a montré tout à l'heure avec la muscade, personne n'avait jamais vu un fruit de muscade avant de voir comment on arrivait à la noix, comment on la faisait sécher pour avoir la noix de muscade qu'on utilise. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'ils ont la noix dans les mains et qu'ils la sentent, ils s'aperçoivent que oui, c'est un parfum qu'ils connaissent et qu'ils ont l'habitude
d'utiliser. Enfin, en tout cas, c'est un goût qui est pour eux super commun, alors qu'ils n'avaient aucune idée d'où venait ou comment ils auraient pu le trouver dans la nature. Pour cette nouvelle saison, le guide digital culinaire propose des cours de cuisine innovants. L'idée des ateliers foodie est de proposer aux enfants comme aux adultes de découvrir autrement les aliments et de découvrir d'autres recettes, de sortir du quotidien, des pâtes, du riz et de cuisiner par exemple. Aujourd'hui on cuisine le fruit à pain, ils l'ont découvert sucré, ils ne le connaissaient pas sucré, on peut le faire en flan et on va aussi le faire en salé dans des scones. Prochain atelier samedi, autour de la forêt noire, agrémentée de cerises pays. Prenez vos stylos et notez ces quelques informations qui vont suivre. Vous savez, la coupure d'eau habituelle, ce sera mardi 19, dans la zone de Sainte-Anne, de 18h à 6h du matin le lendemain. Et puis, pour vous donner votre sens, ce sera parking de la bibliothèque AD entre 8h30 et 13h. Et puis, si vous voulez donner une information à la rédaction d'ATV, n'hésitez pas à appeler au 05 90 60 11 11. Cette édition est terminée. Je vous en rappelle les principaux titres. Le décès d'un homme de 45 ans abattu par les gendarmes à Trois-Rivières laisse une foultitude de questions sur la table. Le militaire a-t-il agi en état de légitime défense? L'homme dépressif a-t-il voulu résister? Les enquêteurs sont venus de Paris pour répondre à toutes ces questions. Vacances forcées pour les élèves de l'école maternelle de Viard et du groupe scolaire de Morne-Rouge à Sainte-Rose. Chaque jour, des écoles ferment dans l'archipel à cause de la présence de rats. L'ouverture de l'école du Gosier a été reportée. Les vacances devraient être utiles. Le département et la région, la main dans la main, sont un projet de barrage, celui de Moreau. La région financera l'ouvrage qui sera ensuite donné en gestion au département. C'est une politique intelligente que tentent de mettre sur place les deux collectivités. Joanne Matignon rate largement le podium de Miss France. Notre candidate n'a même pas franchi le premier tour. Certains journaux en métropole ont dénoncé un scandale. Dans sa commune de naissance, les gens ne sont pas contents non plus. Voilà ce qu'il y avait à retenir dans cette édition de ce lundi 18 décembre. On se retrouve demain à 18h50 et vous avez également rendez-vous avec Questions Directes et Karen Brun. À demain.